Donc le sujet qui est proposé aujourd'hui, les communs, une nouvelle alternative à la propriété, est un sujet qui me parle évidemment, enfin, sur lequel j'ai travaillé. Et donc je vous propose aujourd'hui, je suis à Brest, je suis sociologue à Brest, enseignant et docteur de sociologie, enseignant à Brest. Et ce que je compte vous présenter aujourd'hui, donc effectivement, vous posez des questions quand vous voulez, vous me coupez quand vous voulez, ça m'ira très bien. Je voudrais vous parler premièrement de cette notion-là des communs. Et il y a beaucoup de littérature sur cette notion-là. C'est une notion qui est beaucoup abordée. Alors moi je trouve ça tant mieux. Du coup, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de controverses, c'est bien, ça en permet d'en discuter. Et il y a une des controverses en particulier sur la notion des communs, c'est justement par rapport à la propriété, puisqu'il y a plusieurs auteurs qui considèrent que les communs c'est de la non-propriété, parmi lesquels Dardot et Laval, Arthenegri et Nicolas Lestrade. Bon, je vais essayer de pas trop vous dire d'auteurs, mais quand même, voilà, il y a plusieurs auteurs comme ça qui disent que le commun, c'est de la non-propriété. Et d'autres auteurs qui disent que le commun, c'est une forme particulière de propriété. Donc là, c'est une controverse parce qu'ils sont vraiment pas pareils sur cette question-là. Ils sont vraiment pas d'accord sur cette question-là. Parmi lesquels Elinor Ostrom, pour dire la plus connue. Donc ça pose la question de la définition des communs, ce que je vais aborder aujourd'hui. Et aussi, finalement, la définition de la propriété. Parce qu'en fait, souvent, on dit la propriété comme si c'était quelque chose d'évident. Et en fait, non, justement, c'est pas quelque chose d'évident du tout de qu'est-ce que c'est que la propriété. Et c'est bien quelque chose qu'on questionne quand on parle des communs. Donc, c'est quelque chose d'assez théorique que je vais vous proposer aujourd'hui. Et en même temps, je vais essayer de vous l'illustrer tout le temps par le cas particulier de l'habitat participatif, qui est ce que moi je connais le mieux. Et puis, du coup, ça permet d'ancrer plus le propos. Et voilà, c'est aussi ce que je connais. Donc, je commence à vous parler de la notion des communs. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Alors, première chose à dire, c'est que les communs, c'est une notion qu'on peut estimer, qu'on retrouve de façon très ancienne, dans le droit moyenâgeux, notamment, ce qu'on appelle les communaux. Je ne vais pas en dire grand-chose, mais voilà, on trouve ça dans le droit moyenâgeux. On trouve ça aussi dans le droit romain, en termes des choses communes, même si du coup c'est pas vraiment de la propriété, mais en fait les choses communes selon le droit romain qui est resté dans le code civil, c'est en fait ce qui n'appartient à personne justement. Donc ce n'est pas une propriété, on appelle ça des choses communes, et si c'était de la propriété, on appellerait ça des biens. Justement, les choses communes ne sont pas des biens. Mais cela dit, je n'irai pas jusque si loin, parce que finalement les communs, ça a pris un tout nouveau sens assez récemment dans la scène médiatique, dans la scène institutionnelle, dans la scène scientifique, depuis quelques décennies. Et on parle beaucoup des communs pour rendre compte des alternatives à ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme prédateur. Voilà, tout ce qui est forme juridique pour contrer le néolibéralisme, parmi lesquels le brevetage du vivant, parmi lesquels la privatisation du service public. Voilà, beaucoup de tout ce qui va contre, on pourrait appeler la propriété privée. Alors moi, je vais donner 3 définitions des biens communs. C'est une sorte d'introduction et en même temps, je précise que c'est issu de mon travail de thèse, c'est-à-dire que c'est un résultat de recherche. On peut entendre, je remarque en tout cas, qu'est-ce qu'on entend par bien commun. Il y a 3 choses différentes qu'il ne faut pas confondre, même c'est très lié, mais il faut quand même les distinguer. La première chose, c'est les biens communs, c'est en termes d'intérêt, c'est-à-dire quelque chose qui est utile pour tous, donc qui est accessible à tous. C'est ce qu'on entend quand on dit on travaille pour le bien commun, c'est pour le bien commun. Et bien quand on dit ça, c'est qu'on veut dire c'est pour tous. Il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on entend par tous, en vérité. Est-ce que c'est tout le monde de la commune? Est-ce que c'est tout le monde du département? Est-ce que c'est tout le monde de la nation? Est-ce que c'est tout le monde du monde entier? Est-ce que c'est tout le monde qui sont vivants? Est-ce que c'est aussi les générations futures? En vérité, la question de tout le monde, elle est tout le temps de quel monde on parle, en fait. C'est une question qui n'est pas du tout simple. Mais donc voilà, ça c'est cette question, première notion, là, première définition, question d'intérêt, des biens accessibles à tous. Ça s'oppose à ce qu'on appelle des biens de club. On dit des biens communs et des biens de club. Ça, c'est les économistes qui parlent avec ce vocabulaire-là, en disant que les biens de club, c'est des biens qui sont partagés dans un groupe, mais c'est un groupe fermé. C'est des groupes qui ont payé le droit d'usage. Et donc voilà, c'est seulement ceux qui ont payé le droit d'usage qui ont le droit d'accéder à ce bien. Alors qu'un bien commun, il n'y a pas à payer le bien, il n'y a pas à payer l'accès. C'est le droit pour tous.
très souvent, on parle de bien commun dans ce sens-là, et je dirais, on le réduit à ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je crois que si la notion de bien commun a beaucoup de succès, c'est pour plusieurs raisons. Et la première, c'est du fait de la transformation du service public. En fait, quand on parle de bien commun, dans ce sens-là, on parle de service public, finalement. Sauf que le service public change depuis pas mal de décennies. Le service public parle de moins en moins d'intérêt général. L'intérêt général, en fait, c'est pour tout le monde, mais c'est organisé par l'État. C'est la définition de l'intérêt général. Or, la nouvelle façon la nouvelle politique publique parle plutôt non plus d'intérêt général, mais je n'ai pas marqué le nom, évidemment, d'utilité publique. Ce n'est pas la même chose, intérêt général et utilité publique. L'utilité publique, c'est la notion comme quoi c'est l'État qui est garant du fait que ça soit pour tout le monde, mais qui va solliciter de la société civile, des associations, de l'entrepreneuriat, des citoyens. Et voilà, c'est pas que l'État. On sollicite le service public. Même si après, c'est l'État qui dit qu'est-ce qu'il faut faire, qui contrôle en arrière. Voilà, c'est la nouvelle politique publique qui est comme ça, en grande partie. Et dans ce cas-là, on parle de bien commun pour ne pas dire intérêt général. C'est la nouvelle forme de service public. Il y a un deuxième sens de bien commun qui est, tout simplement, on parle de bien pour dire des choses, du matériel, des bâtiments, des voitures, enfin je sais pas, n'importe quoi, hein, des habitats par exemple, pour l'habitat participatif. Et des biens, pour le coup, qu'on met en commun, c'est-à-dire qu'on gère en commun, qu'il y a une collectivité qui le gère. C'est pas la même notion que la première chose en fait. Le premier c'était l'intérêt, le deuxième c'est les choses, les biens communs. Par exemple, est-ce que ce micro c'est un bien commun? Est-ce que cette salle c'est un bien commun? Et troisième façon de comprendre bien commun, c'est le fait que, à travers un bien qu'on gère, on partage un monde commun. Donc là, ça devient un monde commun d'expérience. Par exemple, l'habitat participatif, on met en commun des biens, notamment un immeuble, des logements. On estime que c'est pour le bien de tous parce que c'est écologique ou parce que c'est de l'antispéculation ou ce genre de choses. Et en faisant ça, on crée un monde commun d'expérience. Donc voilà, il y a ces trois dimensions-là, le fait que ça soit l'intérêt, le fait que ça soit des choses et le fait que ça soit un monde commun d'expérience qui définissent les trois en même temps ce que peut être un bien commun. Enfin, ce qu'est un bien commun. Donc ça, c'était plus ou moins ma façon de définir les choses. Je vais revenir à Elinor Ostrom, parce que c'est avec elle, avec cette économiste, que cette notion est devenue sur le devant de la scène, d'abord scientifique, puis médiatique et institutionnelle. Elle a écrit en 1990 un livre qui est traduit par ce titre-là, « La gouvernance des biens communs ». Donc ce livre-là a été écrit en 1990. Il a été traduit en 2010 en français, 20 ans plus tard quand même, mais bon, c'est souvent ça les traductions. Et 2010, c'est pas par hasard, c'est un an après le prix Nobel en 2009 d'économie qu'a reçu Elinor Ostrom pour cette notion-là, des communs. Et c'est pas non plus par hasard si elle l'a eu en 2009, c'est un an après la crise financière de 2008. Donc le propos principal que dit Elinor Ostrom, c'est de s'opposer à l'idée de la tragédie des biens communs. Ça, c'est une expression, la tragédie des biens communs. Garrett Hardin a écrit un article très célèbre en 1968 qui s'appelait « La tragédie des biens communs ». Et c'est quoi l'idée de la tragédie des biens communs? C'est l'idée que dès qu'on met quelque chose en commun, en fait, il sera non géré. Il donne l'exemple d'un pâturage où il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas vraiment de propriétaire du pâturage, alors du coup les bêtes mangent tout et puis personne ne gère ça. Et puis du coup il y a une surexploitation de la ressource. Voilà, c'est ce qu'a dit Garrett Hardin, et ça s'appelle la tragédie des biens communs. C'est quelque chose qui parle à beaucoup d'égards, notamment dans les habitats. C'est souvent, on dit dans les parties communes, c'est là qu'il y a les problèmes. Dans les parties communes, dans les escaliers, dans le rez-de-chaussée, dans ce qui appartient pas vraiment à quelqu'un et en même temps qui appartient de manière commune, les parties communes, quoi. C'est là, très souvent, là qu'il y a les problèmes. C'est là que je suppose que plusieurs parmi vous savent ça en copropriété ou en immeuble collectif. Mais ce que dit Elinor Ostrom, elle a une très bonne critique de cet article-là, c'est qu'elle dit, mais en fait, on ne parle pas de la tragédie des communs, là. On parle pas d'une mauvaise gestion des communs, on parle d'une non-gestion, justement.
C'est-à-dire que là, ces bêtes-là qui sont en train de tout surexploiter la ressource, eh ben, c'est qu'il n'y a personne qui gère, et c'est bien ça le problème. Et ben, les parties communes, il n'y a personne qui gère souvent, et c'est bien ça le problème aussi. L'intérêt de l'étude de Garrett Hardin, pas celle de Strom et celle de Garrett Hardin, c'est pas un intérêt en soi, parce qu'en vérité, son article, il n'est pas très intéressant. Il est assez mal construit, c'est de la spéculation, scientifiquement, il vaut pas grand-chose, il n'est pas très intéressant. Par contre, là où il est intéressant, c'est qu'il a eu énormément de succès, c'est qu'il a été très 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 cité. Il a eu une vitalité, une vie après, il a été très diffusé. Et pourquoi il était très diffusé? C'est qu'en fait, c'était très pratique pour tenir un discours, pour justifier un discours. Et quel était ce discours? Eh ben, c'était de dire, on ne peut pas avoir des propriétés communes, on ne peut pas avoir des biens communs, il faut les privatiser. Si on veut qu'ils soient bien gérés, il faut qu'ils soient privatisés. Comme ça, au moins, il est bien géré. Si jamais, des fois, d'accord, il ne sera pas bien géré, privatisé de façon privative, donc dans ce cas-là, il faut que ce soit un bien public, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit l'État qui l'organise. Donc c'était un discours qui était très pratique pour justifier dans les années 70, les années 80, et puis après c'est devenu presque une norme, l'idée qu'il fallait privatiser à tour de bras, et puis comme ça devenait rentable, et ce qu'on ne peut pas rentabiliser, et ben, ça doit être nationalisé. Voilà, cette fameuse idée comme quoi si c'est rentable, c'est privatisé, si c'est pas rentable, ça doit être nationalisé. En attendant, les communs, il n'y en a plus. Voilà cette idée générale. L'idée que les communs, il n'y en a plus, ça se retrouve à plein d'égards, et notamment dans l'habitat. Je ne vais pas faire toute l'histoire de l'habitat, mais quand même, on voit dans tout ce qui est chambre, et dans tout ce qui est pièces d'eau, c'est-à-dire les salles de bain, les toilettes, les laveries, que de plus en plus, on sépare, on divise, on a de plus en plus de pièces privées. Aujourd'hui, la norme, c'est d'avoir une pièce par personne, c'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, on estime que c'est un manque de confort, quoi. En tout cas, on estime que c'est pas normal et on aspire à avoir une pièce par personne, on aspire à avoir une salle de bain séparée, avoir des toilettes séparées. Juste pour la petite anecdote, au Moyen-Âge, quand on disait les communs, ça voulait souvent dire les toilettes. Parce que les toilettes, c'était ouvert à tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus privée qui soit, les toilettes. Donc voilà, il y a plusieurs même les télévisions, avant, les premières télévisions, c'était une télévision dans le village, alors tout le monde allait dans le village. Après, il y avait une télévision, bien après, il y avait une télévision dans chaque foyer. Maintenant, on est à une télévision, en tout cas un écran plutôt par personne. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui montrent comme quoi on divise de plus en plus et qu'il reste quand même l'État, mais que finalement, c'est le commun qui a de moins en moins. Et quand il y a du commun, c'est bien souvent du commun, donc il y a une réduction des communs, et quand il reste du commun un peu incompressible, notamment les espaces je parle là de l'habitat, les espaces de distribution, c'est-à-dire le hall d'entrée, le rez-de-chaussée, le couloir, déjà, premièrement, on essaie de les réduire au maximum, et après, ce qu'on ne peut pas réduire finalement, on va essayer de le neutraliser, on doit le neutraliser, c'est-à-dire que ce sont des espaces non habités. C'est des espaces où vous n'allez pas trouver de décoration, ça ne sera pas approprié, voilà, il faut que ça soit fonctionnel, le plus fonctionnel possible. Et au mieux, donc, du coup, c'est tout à fait neutre et non habité. Au pire, c'est squatté. Quand on dit que quelqu'un reste dedans ou l'approprie, c'est squatté, c'est-à-dire une appropriation illégale. Ostrom, elle, en réponse à ça, sa réponse principale, c'est de dire que, s'il n'y a pas que les biens privés et les biens publics, on peut aussi gérer les choses de manière commune. On peut aussi avoir des biens communs. Ça existe, ça peut exister. Et elle, si elle montre que ça existe, c'est pas du tout spéculatif, c'est qu'elle fait vraiment des enquêtes, elle se repose sur des cas des communautés en fait qui gèrent leurs biens en commun depuis des décennies, depuis des siècles. Elle étudie des communautés qui gèrent des ressources naturelles, parmi lesquelles des pêcheries, parmi lesquelles des forêts, voilà, ce genre de ressources naturelles qui sont mises en commun. Donc elle montre non seulement que c'est possible, mais aussi elle montre que parfois c'est même une meilleure gestion que la gestion privée ou la gestion publique. Après son propos,
elle se pose la question, elle dit pas donc que c'est tout le temps mieux, elle dit que parfois c'est mieux. Donc elle se pose la question de quelles sont les conditions qui fait que cette gestion commune est préférable à la gestion privée ou publique. Alors, elle dit que ça dépend de la nature des biens, notamment, à savoir si ce sont des biens rivaux ou non rivaux, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont périssables ou pas. Par exemple, si on pêche tous les poissons, il n'y a plus de poissons, mais par contre, si c'est une idée, c'est pas parce que quelqu'un l'utilise qu'elle n'existe plus, l'idée. Elle va du coup arriver avec cette... Enfin, pas tout de suite, mais bientôt, elle arrivera à différencier les biens matériels des biens immatériels. Ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire les biens matériels, c'est un physique, quoi, un micro, des chaussures, n'importe quoi. Et effectivement, il ne peut pas y avoir deux personnes qui l'utilisent en même temps, sinon ça pose un problème, en tout cas mes chaussures, là. Alors que le bien immatériel... Donc il y a le problème de la surexploitation des biens matériels. Alors que les biens immatériels, notamment une idée, ou un brevetage, un brevet, l'idée du médicament, c'est au contraire, si on ne l'utilise pas, qu'il meurt. Donc ce n'est pas l'idée de la surexploitation, mais c'est plutôt l'idée de la sous-exploitation. Comment on fait pour que ça se diffuse, quoi. Donc voilà, ça c'est la première chose. Elle regarde quelles sont les natures des biens qui sont à gérer. Deuxième chose, elle regarde quelles sont les communautés capables de gérer ces biens. Donc là, notamment, on peut voir, moi je me suis intéressé à des groupes, des collectifs d'habitants. Qui sont ces collectifs d'habitants? Comment les habitants se constituent en tant que groupe capable de gérer un bien commun? Par exemple, un immeuble HLM ou un quartier, ou voilà. Qui le fait? Souvent, cet acteur-là, collectif, n'existe pas dans la plupart des cas. Et troisièmement, et ça c'est ce qui intéresse surtout Elinor Ostrom, c'est de dire qu'il y a des modes de gouvernance, et en fait ce qu'elle appelle des modes de gouvernance, en vérité, ce sont des règlements, des ensembles de règles, que ce soit des règles, que ce soit des lois, ou que ce soit des lois tacites, de la sorte de coutume, mais en tout cas il y a plein de règles qui font que ça fonctionne d'une manière durable. Sinon ça ne fonctionne pas. Et en fait dans son livre, à Elinor Ostrom, il y a beaucoup de place donnée aux mesures de surveillance et aux mesures de sanction. Souvent, quand on dit les biens communs, on a un petit peu l'idée que tout le monde est sympathique et convivial et tout le monde se fait des bisous. Mais Elinor Ostrom parle beaucoup, voilà, de règlements qui parlent de surveillance et de sanctions. Et effectivement, dans les habitats participatifs aussi, on est un peu mal à l'aise à dire qu'il faut de la surveillance et de la sanction, mais n'empêche que, de fait, de manière tacite, il y en a. Et quand il n'y en a pas, ça peut poser problème aussi. Donc, une grosse conclusion à tirer de ça, c'est que finalement, Ostrom définit les biens communs par trois choses. On appelle le triptyque des biens communs. Premièrement, ce sont des biens, des choses qui sont utiles à tous et qu'il faut gérer. Deuxièmement, ce sont des communautés. Alors, le terme communauté en France est assez mal perçu. Alors, du coup, on va dire des groupes, des collectifs. Mais en tout cas, voilà, des groupes, des collectifs qui les gèrent. Et puis, troisièmement, ce sont des règles de gouvernance et de gestion. Voilà, le triptyque des biens communs. Il y a plusieurs auteurs qui répondent à Elinor Ostrom. Enfin, il y en a beaucoup qui suivent ce qu'elle dit, puis il y en a aussi qui rentrent dans la controverse avec elle. Donc, notamment Dardot et Laval. Pierre Dardot et Christian Laval, qui ont écrit un livre qui s'appelle Commun en 2014. Et eux, ils critiquent point par point, ces trois points-là que je vous ai dit, ils les critiquent point par point. Premièrement, eux, ils disent qu'il n'y a pas de biens communs qui peuvent être... il n'y a pas de biens qui peuvent être communs par nature. Ça n'existe pas. Et la meilleure preuve de ça, donc ça ne sert à rien de regarder si ce sont des biens matériels ou immatériels, s'ils sont rivaux ou non rivaux, ou je ne sais pas quoi. En fait, c'est toujours par attribution politique qu'on les rend privés, ou bien publics, ou bien communs. La meilleure preuve, c'est qu'on n'arrête pas de privatiser plein de biens, des biens qu'on dit qui devraient être publics et finalement qu'on les privatise. Donc en fait, voilà, ça n'existe pas, il n'y a pas de biens qui sont a priori communs. Deuxièmement, ils disent qu'il n'y a pas de communauté a priori. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de regarder s'il y a une communauté existante ou s'il y a un groupe existant, parce qu'ils disent que finalement les groupes se forment au moment de gérer les biens, et pas avant. Et ils restent tant qu'ils gèrent les biens, pas après. Et que les communs, c'est pas non plus, comme on le dit souvent, des gens qui se ressemblent, enfin ça suffit pas en tout cas. Et puis troisièmement, et c'est le plus important par rapport à notre
question de la propriété, ils disent qu'il n'y a pas de règles instituées, et donc du coup pas de règles a priori non plus. Ils disent que le commun, c'est le fait d'instituer des règles, ça d'accord, mais se reposer sur des règles déjà existantes, dans ce cas-là, ils estiment que ce n'est plus du commun. Donc en fait, il y a deux conséquences très importantes à cette idée-là. Premièrement, c'est de dire que le commun, ça s'oppose d'une part au marché libéral, mais d'autre part aussi à l'État, à la gestion étatique. Et aussi même à toute régulation par une institution tierce, infra-étatique ou bien supra-étatique. Par exemple, ça ne serait pas une ONG, ça ne sert à rien de créer pour eux une ONG mondiale qui gérerait le climat ou qui gérerait l'eau. Ça serait une gestion extérieure qui du coup ne serait pas du commun. Et non plus, ils disent une commune, même si étymologiquement ça vient de là, si c'est bien un État, enfin une forme étatique représentative et non pas les citoyens auto-organisés, c'est pas non plus des communs. Et autre conséquence majeure et qui nous intéresse vraiment beaucoup pour ce soir, c'est qu'ils disent que le commun, ça n'oppose pas la propriété publique à la propriété privée. En fait, ça oppose la propriété d'une part et la non-propriété d'autre part. Le commun, donc, c'est de la non-propriété. En fait, ils disent que la propriété publique, ça reste de la propriété. Voilà, ici, par exemple, c'est une propriété publique et c'est une forme de propriété. Moi, je viens de Brest, alors je vais vous dire, propriété publique, c'est pas forcément, on voit bien que c'est pas forcément ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de terrains militaires et on n'a pas le droit de rentrer. Même c'est marqué public, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de rentrer. Donc, ils passent, eux, de l'idée des biens communs, au pluriel, ils disent biens communs, au commun, au singulier, en disant que finalement, le commun, c'est un principe. Voilà, c'est pas des choses, c'est pas des communautés, c'est pas des règles, c'est un principe, une façon de faire ensemble. En fait, ce qu'ils disent par là, c'est que le commun, c'est de l'autogestion. C'est vraiment, ça recoupe point par point la notion d'autogestion. Et ce qui est très important, c'est qu'ils montrent comme quoi le commun, c'est pas un donné. Voilà, je vous ai dit 3 fois, c'est pas des choses a priori, c'est pas des règles a priori, c'est pas des groupes a priori. C'est des choses qui se construisent. Autrement dit, ça se travaille. Donc, ils n'arrêtent pas de dire que le commun se travaille. Et c'est effectivement très juste, le commun se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. L'autogestion se travaille, on peut dire exactement la même chose. Bon, ils ont un terme, eux, c'est de dire que c'est une praxis instituante. Alors, c'est très intéressant ce qu'ils disent Dardot et Laval, mais cela dit, moi j'aurais une critique de ce qu'ils disent, c'est que quand même ce travail, il ne se fait pas dans le vide. Il ne se fait pas hors sol, il se repose forcément sur des supports. Et quels sont ces supports-là sur lesquels on peut faire ce travail du commun ? Eh bien, on retourne à ce que disait Ostrom. C'est-à-dire il faut que ça soit des choses quand même qu'on mette en commun, il faut quand même qu'il y ait des gens qui le gèrent, et il faut quand même qu'il y ait des règles. Alors, là, je vais vous donner l'exemple des habitats participatifs en particulier. Quels sont les biens qu'on met en commun dans un habitat participatif ? Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a des bâtiments, évidemment, il y a des murs, quoi. Il y a des équipements, ça peut être des machines à laver, ça peut être des voitures, des fois, ça peut être des outils. Ça peut être de l'argent aussi, on met en commun de l'argent pour plusieurs choses, et notamment pour construire le logement. C'est la gestion, évidemment, qu'on met en commun. C'est de l'activité habitante, alors ça, c'est de l'activité, c'est des biens immatériels, mais c'est très important, on met en commun l'activité habitante. Et on met en commun aussi le nom, on fait un nom collectif. Tous les habitats participatifs ont un nom, comme ça, collectif, en disant, nous appelons Écoumène, nous nous appelons les éco-bâtisseurs, nous appelons habitats différents. Et aussi, d'une certaine manière, l'honneur, la dignité, l'image de soi. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont mises en commun de manière explicite par les habitats participatifs. Alors, un exemple assez parlant, je trouve, c'est le fait que, pas tous, mais beaucoup d'habitats participatifs mettent en commun la buanderie. Donc du coup, ça se pose la question de quelle est la délimitation entre les foyers et puis le groupe habitant. Voilà, ça c'est quelque chose qui sera toujours au travail, justement, dans les habitats participatifs. Oui. Oui, tout à fait. Alors je répète. Oui, tout à fait. Alors là, oui. Alors je répète du coup comme quoi, effectivement, il y a quelque chose de culturel à savoir si on met en commun la buanderie. Effectivement, aux États-Unis, c'est quelque chose de très commun, enfin très habituel, je veux dire, alors qu'en France, on ne le fait pas. Et vous avez tout à fait raison avec ça. Et je dirais aussi la même chose pour la cuisine. Il y a quelque chose avec
en France, même dans les habitats participatifs, il y a toujours des cuisines communes, mais enfin, je veux dire dans des espaces communs, mais quand même, on mange en famille. C'est hyper important en France. Là, c'est quelque chose de culturel. En France, on mange en famille. Et effectivement, dans les habitats participatifs en Allemagne, dans les pays du Nord, on mange beaucoup plus souvent ensemble, quoi. Enfin, en groupe, quoi. Là, il y a quelque chose de culturel, effectivement. Mais moi, je parle du contexte français où, effectivement, la buanderie, habituellement, je vous invite à lire le livre de Kaufmann, qui est vraiment très, très bon là-dessus, qui dit que les couples, quand on reconnaît qu'un couple, c'est un couple qui commence à vraiment fonder un ménage, quand il achète sa première machine à laver, parce qu'il, du coup, il est autonome dans son travail ménager. Donc effectivement, en France, ça se passe par là. Aux États-Unis, du coup, ça se passe par d'autres choses symboliques qui montrent quelle est la délimitation entre les foyers et le groupe habitant, enfin le groupe collectif. Mais en France, clairement, la buanderie est une de ces lignes-là. Et c'est culturel. En tout cas, le fait par exemple, nous, récemment, là, parce que moi-même, je suis dans un habitat, je ne l'ai peut-être pas dit, voilà, et c'est important. Récemment, là, on a dû changer de machine à laver. Donc, du coup, on s'est réunis avec tous les habitants, enfin, on a profité d'une réunion avec tous les habitants pour dire quelle machine on choisit ou quoi. Voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas habituellement. Aux États-Unis, peut-être, mais ici, c'est très rare. Donc voilà. Deuxièmement, il y a les communautés. Alors, les communautés dans les habitats participatifs, il y a ce que j'appelle moi un travail de subjectivation, c'est-à-dire qu'on se constitue en tant que groupe, en tant que sujet, qui est capable de s'automobiliser, qui est capable de se dire, voilà, nous décidons que, nous voulons que. Déjà, on a un nom. Voilà, chez moi, ça s'appelle Écoumène, on a un nom. Ce qui n'est pas le cas de tous les immeubles, tous les HLM, enfin tous les immeubles collectifs, quoi. Donc on se constitue en tant que groupe. On est un groupe. Et pas simplement des voisins, quoi. Et puis, il y a des règles. Il y a des règles qui sont notamment des chartes, des règlements, et puis aussi plein de règles qui sont tacites, et puis qu'on n'arrête pas de discuter, en fait, qu'on n'arrête pas de mettre de savoir bon, quand est-ce qu'on ferme à clé, est-ce qu'on se donne, est-ce qu'il y a un territoire qu'on a le droit d'utiliser, est-ce qu'on utilise la Wi-Fi, enfin ce genre de choses. Souvent, on fait référence à des choses qui sont assez tacites, qui sont l'esprit du projet. Alors, on met ce qu'on veut là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose de l'ordre du tacite. C'est pas forcément des règlements, quoi, des règles. Enfin, des règles explicites, je veux dire. Donc, bref, les 3 dimensions des communs qu'avait défini Ostrom, de fait, sont des supports au travail des communs. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée comme quoi ça se travaille, mais ça ne se travaille pas dans le vide, donc on revient à ces supports-là. Et ces supports-là, ils sont plus ou moins disposés, c'est-à-dire ça dépend, enfin disposés ça veut dire est-ce qu'il y a un jardin collectif, est-ce qu'il y a une salle collective, est-ce qu'il y a une buanderie collective, voilà, donc c'est plus ou moins disposé, et c'est plus ou moins disposant. C'est-à-dire que si, de fait de la buanderie, c'est pas fait pour qu'on n'arrête pas, pour qu'on discute, mais de fait c'est un lieu de sociabilisation très très important, on se rencontre beaucoup dans les buanderies, donc c'est disposé et disposant. Alors moi j'ai cette expression-là que j'aime bien, qui est qu'on essaye on fabrique ce que j'appelle l'extension du domaine de ce qui se discute. C'est-à-dire que dans un habitat participatif, on ne se discute pas de tout quand même, parce que là ça serait ingérable et insupportable. Mais par contre, comme on se réunit souvent et que en fait on est incité à discuter potentiellement de à peu près tout ce qui se passe dans l'immeuble. Donc on étend le domaine de ce qui se discute. C'est-à-dire qu'il y a le domaine de ce qui est privé, ça on n'en parle pas, c'est privé, et puis il y a ça, on peut en discuter. Donc ça, c'est le domaine de ce qui se discute. Mais la limite entre les deux, elle est où ? Eh bien, en fait, ça se discute. Donc la discussion, la délimitation de ce qui se discute et ce qui ne se discute pas est déjà quelque chose qui se discute. Mais pour pouvoir en discuter, il faut avoir la possibilité de le faire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réunion pour discuter de comme quoi ça serait bien qu'on discute de ça, on n'en discute pas. Voilà, point. C'est par défaut, on n'en discute pas. Dans les habitats participatifs, on fait en sorte qu'il y ait possibilité de discuter de quelque chose. Donc d'organiser la discussion. C'est ce que j'appelle donc l'extension du domaine de ce qui se discute. Bonsoir. Moi, je suis en copropriété sur une résidence de 163 lots, 163 logements. Je fais partie du conseil syndical. On se retrouve à 5 ou 6. Et bon, faire des réunions à part l'Assemblée générale, on n'a pas de local, etc. Donc, on n'en fait pas, quoi. Alors, je voulais savoir, dans vos habitats participatifs, c'est combien de personnes
est-ce que est-ce qu'il y a une limite ou, pour que ça soit gérable et pour pouvoir se réunir, est-ce qu'il y a une masse critique à ne pas dépasser? Alors ça, c'est une question qu'on pose souvent et c'est ce qui est rigolo. Alors, déjà, ce que moi je connais, ça va de 4 logements à 22, je crois. Donc on n'est pas du tout sur la même chose que ce que vous dites. Cela dit, dans d'autres pays, en tout cas en Allemagne et dans les pays du Nord, il y a des échelles, comme vous dites, là, de plusieurs centaines de logements. Après, sur la question de masse critique ou de qu'est-ce qui est le mieux, ce que j'observe, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'à chaque fois, dans les habitats où ça se passe bien, ils estiment toujours être dans exactement ce qu'il faut. Alors que ça soit 4 ou que ça soit 100, ils ont toujours l'impression qu'ils sont exactement dans ce qu'il faut, quoi. Et voilà. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas là-dessus que ça se joue. Je crois pas. Mais par contre, évidemment, on gère pas pareil un petit groupe d'un grand groupe, ça c'est évident. Les grands groupes il y aura plus de formalisation avec les grands groupes qu'avec les petits groupes, ça c'est évident. Donc la gestion n'est pas la même. Bon, dans un habitat participatif que moi je connaissais, en fait, les gens qui y habitaient, si par exemple il y en avait un qui voulait quitter l'habitat et vendre donc sa part dans la société, il fallait que tous les autres soient d'accord avec la personne entrante, c'est-à-dire celle qui allait reprendre. Donc ça, je voulais vous demander comment c'est géré en général, si tous les habitats participatifs sont gérés de cette façon, c'est-à-dire que le groupe décide qui rentre dans le groupe, ou si, au contraire, ça peut être comme dans une copropriété simple comme celle où je suis, n'importe qui achète et n'importe qui se retrouve dans le groupe. Alors, vous êtes un petit peu avant sur ce que je vais raconter, mais je vais y aller. Bon, déjà, il n'y a pas de... Ça dépend. Alors, je vous préviens, hein, pratiquement toutes les questions que vous allez me poser, je vais vous commencer ma phrase par « ça dépend ». Parce que d'un habitat à l'autre, c'est pas la même chose. Donc là, notamment cette question-là, ça dépend. Ça dépend notamment du statut juridique qui est choisi. Il faut savoir que la plupart des habitats participatifs sont des copropriétés. C'est le statut juridique très très majoritaire pour la raison principale qui est que, je prends un petit peu d'avance, mais que quand vous allez voir des banques et que vous leur dites bonjour, je voudrais créer un logement, nous sommes une société, ils vous regardent avec des grands yeux en vous disant ah bah non, ça c'est pas possible ça monsieur. Et il faut que vous vous mettiez en copropriété, sinon vous n'êtes pas vraiment propriétaire monsieur. Et donc du coup, ça fait réfléchir à deux fois. Les notaires disent exactement pareil. Et puis en plus, même s'ils ne vous disent pas non, en tout cas, les prêts à taux zéro ne sont accordés qu'aux propriétaires et qu'aux copropriétaires, et pas aux habitants d'une coopérative, d'une société civile immobilière. Donc on parle de pas mal d'argent et il y a pas mal de groupes qui voulaient absolument tout comme statut juridique, mais surtout pas la propriété, surtout pas la copropriété, qui se retrouvent finalement à faire de la copropriété. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, du coup, sur ceux qui veulent pas de copropriété, c'est notamment sur ce point-là que vous soulignez, le point de la cooptation, un terme qu'il ne faut surtout pas dire en droit public, en tout cas dans les HLM, on ne peut pas faire de la cooptation. C'est une véritable problématique pour les habitats participatifs qui sont gérés ou du moins en partie par des bailleurs sociaux, c'est que c'est illégal tout simplement qu'un bailleur social fasse de la cooptation, disent que telle personne va habiter parce que autre chose que des conditions de ressources en fait, parce que je sais pas, et du coup il y a quand même des groupes qui ont monté un projet et qui se sont dit mais attends, ça fait 10 ans que je suis en train de monter un projet et peut-être que j'y serai pas parce que je suis pas forcément en haut de la liste du bailleur social. Enfin là je dis pas qu'il y a une bonne logique ou une mauvaise logique, mais ce sont deux logiques radicalement différentes qui sont exclusives, quoi. Donc, effectivement, il y a une notion de plusieurs en tout cas habitats participatifs où il y a cette notion-là de cooptation, comme vous dites, ce qui fait qu'une forme d'obligation à ce qu'un entrant soit coopté par les habitants. Et le principe de ça, la justification de ça, c'est de faire en sorte que le projet perdure. C'est-à-dire que
moi, j'ai assisté à plusieurs habitats où, de fait, il y a des entrants qui sont arrivés sans même savoir qu'ils mettaient les pieds dans un habitat participatif. Parce que quelqu'un est parti, il a vendu son bien, soit directement ou soit par un notaire, par un agent, pardon. Et l'agent n'a rien dit du tout, comme quoi c'était un habitat participatif, il y avait quelque chose de particulier. Et du coup, des foyers sont rentrés sans savoir où ils mettaient les pieds. Alors des fois, ça s'est bien passé, mais la plupart du temps, je dis pas que ça s'est mal passé, conflit, mais c'est juste que les gens, ils ont acheté une maison, ils n'ont pas acheté autre chose, quoi. Une phrase qui m'avait marqué, moi, c'était quelqu'un qui m'avait dit, moi, j'ai acheté une maison, j'ai pas acheté la copropriété, parce qu'effectivement, il avait acheté sa maison, quoi, pas le projet qu'il y a autour. En fait, une des choses majeures avec l'habitat participatif, c'est que on fait de l'habitat un projet. C'est-à-dire que c'est pas simplement un habitat pour y loger, quoi. Il y a quelque chose derrière, d'une forme de projet politique, de projet de vivre ensemble, de quelque chose qu'on veut. Quand je dis projet, c'est important, c'est pas rien du tout. Ça veut dire que du coup, on a des formes d'horizons normatifs, ce qu'on vise, et du coup aussi des horizons évaluateurs pour savoir est-ce que ça se passe bien, est-ce que éventuellement ça peut être de l'échec, ça peut être quelque chose de vécu différemment. Mais du coup, il y a un véritable enjeu autour de cette question-là de la cooptation et des rotations d'habitants. Et c'est évident que ceux qui sont en copropriété perdent complètement la maîtrise de la cooptation. Alors, c'est un débat de savoir ce qu'il faut de la cooptation ou pas. Je dis que c'est un véritable débat, c'est toujours compliqué à se mettre dans cette relation-là de supériorité forcément de ceux qui habitent par rapport à ceux qui entrent. C'est géré différemment selon les groupes. Il y en a qui sont vraiment dans l'attitude je voudrais que l'entrant me fasse une lettre de motivation, enfin ce genre de choses, ça existe, ça existe dans certains habitats. Il y a d'autres habitats, moi je préfère largement ça, qui sont plutôt à dire on se présente qui nous on est et quel est le projet, en quoi vous engagez en venant ici, c'est-à-dire vous engagez pas simplement à avoir votre maison qui a un super jardin et qui est super chouette, ça suffit pas. Vous engagez aussi à quelque chose où on se réunit toutes les 2 semaines ou tous les mois, ça dépend des groupes. Vous n'êtes pas obligé de venir, mais quand même c'est attendu. Et puis il est attendu. Vous n'êtes pas obligé de sourire à tout le monde, mais quand même c'est attendu. Plein de petites choses comme ça qui font que vaut mieux que vous soyez au courant d'où est-ce que vous mettez les pieds, quoi. Et dans ce cas-là, c'est pas vous qui vous présentez, c'est nous qui nous présentons. Et puis c'est à vous de dire si ça vous convient ou si ça vous convient pas, quoi. Donc voilà pour la cooptation, qui a un gros nœud, qui est quelque chose de très important. Ça répond à votre remarque ? J'ai une phrase que j'aime bien dire, moi, c'est sur la question de quand est-ce qu'on se réunit et qu'est-ce qu'on se dit. Souvent, on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous trouvez à vous dire comme ça, quand tous les 2 semaines vous réunissez, qu'est-ce que vous avez à vous raconter ? Et une phrase que j'aime bien dire, on n'attend pas d'avoir des choses à se dire pour se réunir, on n'attend pas d'avoir un problème d'une vitre cassée ou de je sais pas quoi pour se réunir, pour faire un appel à la réunion. Mais en fait, c'est parce que de toute façon, on se réunit régulièrement. Et justement, c'est parce qu'on se réunit régulièrement que finalement, on partage beaucoup plus de choses. Donc cette phrase-là, que j'aime bien, ce n'est pas parce qu'on a des choses à se dire qu'on se réunit, c'est parce qu'on se réunit qu'on a des choses à se dire. C'est une formule. Mais c'est pour dire que finalement, le fait de partager des choses, elle est facilitée par le fait que de toute façon, on se réunit régulièrement. Donc du coup, on n'a pas... Si on a un problème à dire, c'est peut-être une connerie, mais la tondeuse, je préférerais que ça soit... Bon, on ne va pas faire une réunion pour ça, on ne va pas aller faire toc-toc chez tout le monde pour dire j'ai envie de parler de ça, on se sentirait un petit peu ridicule de soulever ce truc-là et de mobiliser tout le monde. Mais par contre, si tout le monde est déjà là de toute façon, parce qu'on se réunit tous les 15 jours, moi j'aurais ça à rajouter à l'ordre du jour. Voilà, ça c'est vraiment un dispositif qui est disposé et disposant. Une petite chose importante aussi, c'est on compare souvent par rapport aux réunions de syndic. C'est que c'est pas dans tous les habitats participatifs, mais quand même souvent, enfin en tout cas ça arrive, on commence par des points qui sont ce qu'on appelle un tour météo, c'est-à-dire chacun dit comment il va dans sa vie en fait. Moi en ce moment au boulot c'est compliqué, bon voilà ce genre de choses, on partage ou pas, c'est fait qui veut. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de syndics de copropriété qui font ça, enfin c'est pas trop l'idée habituellement, je sais pas si vous confirmez. Et donc ce genre de choses-là, ça amène aussi à potentiellement créer des projets ensemble, se dire on va se faire une bouffe, on va faire des choses avec les voisins, enfin voilà, ce genre de choses-là, qui fait que ça, une sorte de cercle vertueux qui fait que plus on parle, plus on est incité à parler et à monter des projets ensemble.
Alors j'en arrive plus vraiment sur cette notion de propriété, et notamment dans les habitats participatifs, comment on se positionne par rapport à la propriété. Alors, ça dépend, encore une fois, mais en tout cas, le terme propriété, il sonne mal en général dans l'habitat participatif. Il y a une représentation très négative de ce qu'on appelle propriété. Alors, quand je dis ça dépend, c'est que ça dépend ça dépend de plusieurs choses, et notamment si c'est un groupe qui a constitué son projet, ou si c'est une municipalité et puis un bailleur social, par exemple, qui propose son projet à des futurs habitants. Mais pour les groupes qui montent leur projet, très souvent, ils n'aiment pas trop même dire qu'ils sont propriétaires, ils aiment bien dire qu'ils ne sont pas propriétaires. Et en particulier ceux qui mettent des dispositifs anti-spéculatifs contre la spéculation immobilière, et qui défendent l'idée que le logement devrait être un bien commun, alors là, dans le sens de l'intérêt, quelque chose qui ne devrait pas être payant en fait, quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde, et qui devrait être et que c'est absolument pas normal qu'il y ait la spéculation immobilière sur le logement. Donc un bien commun et pas un bien marchand, quoi. Et du coup, pour les habitats participatifs, c'est quelque chose de très important, cette question-là, juridique. Donc du coup, je reviens encore sur la notion de copropriété ou quoi. Même ceux qui font des copropriétés, en général, ils mettent des clauses antispéculatives, qui n'ont aucune valeur en réalité légale, mais il y a quand même cette intention-là. Et donc parmi ces statuts-là, ça peut être une coopérative, ça peut être une société civile immobilière, ça peut être une société civile coopérative de construction. Il y a plusieurs statuts différents, mais il y a souvent cette idée-là, comme quoi c'est une forme d'alternative à la propriété. Et donc voilà, c'est souvent rattrapé parce que tout dans la politique publique nous amène à être propriétaire plutôt qu'autre chose. Ou locataire, pardon. Notamment les prêts à taux zéro. C'est là que j'allais dire qu'il y avait des enjeux importants en termes de régulation de projets dans le temps avec les rotations d'habitants, mais c'est bon, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Et j'en arrive à l'idée du coup que moi je pense qu'en fait, c'est pas des alternatives à la propriété. Enfin, j'y arrive exactement à ce que je veux dire par là. Mais c'est qu'ils sont propriétaires. Alors des fois, il y a c'est à la fois propriétaire et locataire, mais c'est toujours plutôt un travail de la propriété plutôt qu'une évacuation de la propriété. Moi, je dis que c'est des modalités particulières de propriété. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils font un travail sur les statuts juridiques. Si vraiment ils disaient que nous, on n'est pas propriétaire, en fait, ça serait très simple, on squatte, et puis voilà. Du coup, il n'y a pas de statut juridique, quoi. Non, là, il y a un véritable travail sur les statuts juridiques qui font que c'est un travail sur la propriété. C'est un travail qui fait en sorte que les modalités de la propriété soient un support au travail des communs et non pas l'inverse. L'inverse, je reviens sur copropriété. Copropriété, ce n'est pas de la propriété collective. Copropriété, ce n'est pas de la propriété commune. Copropriété, c'est un assemblage de propriétés individuelles. Et de fait, il y a des parties communes qui appartiennent en tantième aux habitants, mais c'est un assemblage de parties individuelles, ce n'est pas de la propriété commune. Alors qu'une société, l'idée c'est que le propriétaire, c'est une société, c'est une personne morale. Et pour me faire comprendre sur cette notion-là, il faut aller un peu plus loin sur qu'est-ce qu'on entend par propriété. Quelle est cette notion-là de propriété ? C'est une notion qui a beaucoup de charges symboliques. Soit très très attirante, beaucoup de gens aiment se dire propriétaire, ou soit de rejet, qu'on n'aime pas se dire propriétaire justement. Donc il y a toujours beaucoup de charges symboliques, soit de rejet, soit d'attirance sur cette notion-là. Alors, selon le Code civil, quand on demande à un juriste qu'est-ce que c'est que la propriété, ils nous disent la propriété, c'est l'article 544 du Code civil qui nous dit, je cite, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. » Voilà, ça c'est le Code civil qui nous dit qu'est-ce que c'est que la propriété. Article numéro 544. Donc cette définition-là, c'est la définition, je vais dire majoritaire, dominante, et même on la présente comme la définition de la propriété. Jusqu'au fait que souvent on se montre incapable de penser d'autres formes de propriété que cette propriété-là. Et c'est bien de cette propriété-là dont parlent Dardot et Laval quand ils disent que le commun c'est de la non-propriété, quand tous ceux qui sont des critiques de la propriété qui disent qu'il faut faire du commun et que ça c'est de la non-propriété, c'est parce qu'en fait ils assimilent toute forme de propriété à cette propriété-là. Et or, donc, vous aurez bien compris que moi je pense qu'il y a une diversité de propriétés. Alors, en fait, la propriété, de façon très générale, c'est quelque chose
très général, qui est un lien juridique de droit, c'est forcément un lien juridique de droit et de responsabilité entre une chose, que dès lors on appelle un bien, et une personne que dès lors on appelle un propriétaire. Dès qu'il y a un lien juridique de droit entre une chose et une personne, eh ben, on établit un lien de propriété. Alors de quelle modalité de propriété on parle dans le Code civil? En fait, c'est une modalité particulière qui est nommée en plus telle quelle dans le Code civil, qui est la propriété exclusive et absolue. Voilà, c'est une forme de propriété parmi d'autres. Et cette modalité de la propriété, elle n'a pas apparu tout le temps, elle n'est pas aussi vieille que la propriété. Cette modalité-là, de la propriété exclusive et absolue, est apparue avec le capitalisme. Elle est apparue avec le capitalisme industriel au XVIIIe siècle. Et donc, dans le Code civil, c'est arrivé en même temps. Enfin, en même temps, avec des grandes... à peu près par là, quoi. Et le fait que ça soit inscrit dans le Code civil, non seulement le fait que ça soit la définition de la propriété, et qu'en plus on ait dit que c'était une propriété, que c'était un droit inaliénable, c'est un véritable coup de force. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est un véritable coup de force politique qui date d'avant le Code civil, qui date aussi de la Révolution française, mais ça a été vraiment marqué dans le Code civil. C'est un coup de force de la bourgeoisie de mettre cette forme-là de propriété comme la seule forme de propriété et comme une forme inaliénable. Et donc c'est une modalité qui va contre les modalités précédentes, et notamment les communaux. Je ne vais pas aller très loin là-dessus sur les communaux, mais c'était une autre modalité de propriété. Donc ça confirme ce qu'on appelle les enclosures. Alors, c'est-à-dire les enclosures, c'est le fait de couper des parcelles de terrains communaux et d'en faire de la propriété privée libre, pas libre, de la propriété absolue et exclusive. Alors qu'est-ce que ça veut dire propriété exclusive et absolue? Exclusive, c'est assez simple, ça veut dire que si c'est à moi, eh ben c'est à personne d'autre, c'est exclusif. Voilà. Si c'est à quelqu'un, c'est à personne d'autre, c'est exclusif. C'est ça que ça veut dire propriété exclusive. Propriété absolue, ça veut dire que tous les droits affiliés tous les droits affiliés à la propriété sont attribués à la même personne, au même propriétaire. Donc il a absolument tous les pouvoirs. Il a les pouvoirs absolus sur cette chose. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il veut avec, c'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il a tous les droits. Et ces droits il y a 3 droits, c'est marqué comme ça dans le Code civil. Il y a le droit, je dis d'abord les 3 et ensuite je vais dire qu'est-ce que ça veut dire. Il y a le droit de disposer, qu'on dit en latin l'abusus, on utilise souvent ce terme latin, l'abusus. Il y a le droit d'utiliser, qu'on dit en latin l'usus, et il y a le droit de fructifier, qu'on dit en latin le fructus. Enfin, je dis en latin, c'est les termes latins, mais on l'utilise en français aussi, dans le droit. Alors le droit de disposer, qu'on dit aussi le droit d'aliéner, c'est le droit de céder le bien, de le vendre, de le casser si on veut, de le détruire, de le donner, de l'échanger, d'en changer la destination aussi. Voilà, ça c'est le droit. C'est pour ça qu'on dit aliéner. Ça veut dire le rendre différent, le rendre autre que ce qu'il est. On peut changer sa destination aussi. Donc on dispose du bien. Le droit d'utiliser, ça c'est simple. On a le droit d'utiliser le bien. J'ai une voiture, j'ai le droit d'utiliser ma voiture. Et le droit de fructifier, c'est souvent, je l'ai mis en dernier parce que c'est très souvent celui qu'on oublie, le droit de fructifier, alors qu'il est très important quand on parle notamment de capitalisme, ce dont je parle un petit peu là. Le droit de fructifier, c'est le droit de bénéficier des productions d'un bien. Donc en fait, l'image qu'on donne souvent, c'est un arbre. Le droit de disposer, c'est que j'ai le droit de le vendre ou de le casser si je veux l'arbre. Le droit de l'user, c'est-à-dire que j'ai le droit de manger des pommes ou de monter sur l'arbre. Et le droit de fructifier, ça veut dire que j'ai le droit de prendre les pommes et puis de vendre les pommes, d'utiliser le fruit du bien lui-même. Donc le droit absolu, la propriété absolue, c'est le fait d'avoir ces trois propriétés-là. En fait, il y a plusieurs cas, même dans nos sociétés à nous, où on divise ces biens-là. Notamment, vous connaissez tous l'usufruit. L'usufruit, c'est qu'on a le droit d'usage et le droit de fructifier, mais pas le droit de disposer. Les droits de passage aussi, c'est qu'on n'a pas l'entièreté de la propriété, on est obligé de céder une partie, de donner le droit de passage à des gens.
Les communaux, ça se ressemblait pas mal à ça, en fait. C'est que les paysans ne disposaient pas des terres, mais ils avaient le droit de prendre ce qui était par terre, ils avaient le droit de prendre des fruits qui étaient tombés par terre, ce genre de choses. Mais selon le droit, c'est considéré un peu comme des anomalies, quoi, comme des choses qui ne devraient pas exister. En fait. Les parties communes, c'est d'une certaine manière ça. C'est une sorte d'anomalie dans cette. C'est présenté comme ça. C'est comme une sorte d'anomalie dans ce principe-là de la propriété exclusive et absolue. Il y a quelque chose de très important aussi, c'est que dans ces trois droits-là, il y a une hiérarchie. Le droit principal, qui est supérieur aux autres, c'est le droit de disposer. On estime que celui qui a le droit de disposer a en principe tous les autres droits. La meilleure preuve, c'est qu'on parle bien du propriétaire et du locataire. Le propriétaire, il n'habite pas dedans, il n'a pas le droit d'usage. Voilà, on l'appelle le propriétaire. Comme quoi, c'est le droit supérieur. Il est supérieur aux deux autres. Alors, des fois, il y a des petites précisions, il y a des contraintes du coup, à cette propriété absolue qu'on appelle des mesures passives ou des mesures actives. Mesures passives, ça veut dire que ça ne donne pas tous les droits. Par exemple, quelqu'un qui est propriétaire d'un logement, mais c'est un logement avec une façade qui est classée au patrimoine. Bon, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il peut pas, voilà, il a des interdictions. Ça, c'est ce qu'on appelle des mesures passives. Si, en plus, on l'oblige à entretenir sa façade, et ben ça, c'est ce qu'on appelle des mesures actives. Donc, qui donnent des obligations. C'est pas simplement qu'on ne lui donne pas tous les droits, mais c'est qu'en plus, on lui donne des obligations. Donc voilà, ça existe dans notre droit. Et Ostrom, je reviens à Ostrom. Elle a continué son travail, après 1990, là, elle a continué son travail en se disant, bah oui, finalement, ce qui est vraiment important là, dans cette notion-là de commun, c'est effectivement la propriété. C'est effectivement de se dire qu'il y a du travail des communs et qu'il se base sur des formes de propriété qui sont justement pas exclusives et pas absolues, justement. Et elle reconnaît ça dans tous les communs qu'elle a vus. C'était ce qu'elle appelle, elle, des propriétés traditionnelles. Alors, du coup, pour opposer, pour dire pas exclusif, on pourrait dire propriété inclusive, du coup, donc des propriétés inclusives. C'est-à-dire que les formes d'inclusion, à savoir qui est-ce qui est propriétaire, avec des fois des droits partiels. On a le droit de faire ça, mais pas ça, on a le droit de... Et puis, l'opposé de absolu, eh ben, on pourrait dire conditionné. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tout, mais on a le droit à condition de. Et ça amène à cette notion-là qui est capitale, de dire que, vu comme ça, la propriété, c'est pas simplement un droit, mais c'est aussi des responsabilités. Et là, il y a toujours cette idée-là, comme quoi on ramène, donc ce lien juridique entre un bien et une personne, c'est d'amener l'idée que la propriété, dans ce cas-là, si elle est inclusive et conditionnée, c'est pas simplement un droit, c'est aussi, et avant tout peut-être, une responsabilité. Alors ça marche très bien sur les habitats participatifs. Sur la question des droits de disposer, eh ben, c'est contraint. Enfin, en tout cas, là, effectivement, notamment s'il y a des clauses antispéculatives, eh ben, on ne dispose pas comme on veut de son bien, on ne le vend pas comme on le veut, et puis on n'en fait pas ce qu'on en veut. Alors effectivement, il y a une grosse différence à savoir si ce sont des sociétés ou des copropriétés. Le droit d'utiliser, eh ben alors là, c'est toujours en négociation. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut que je demande autorisation de mes voisins pour faire une chose ou pas ? Des fois oui, mais des fois finalement ça nous autorise encore plus de faire des choses parce que souvent la règle par défaut c'est qu'on n'a pas le droit. Alors là du coup c'est discutable. Bref, là c'est discutable. Le droit d'utiliser il est très très discuté et très discutable et très discuté plus qu'ailleurs. Je me garderai de dire qu'on a plus de droits d'utiliser qu'ailleurs, mais ça prend une autre forme. Et en tout cas le droit de fructifier, bon, très souvent on a moins de droits de fructifier financièrement. Par contre, on fructifie, moi je dis qu'on fructifie quelque chose avec l'habitat participatif. Qu'est-ce qu'on fructifie ? Vous savez, la pomme là, qu'on a mangée, et puis qu'on a pris, et puis qu'on peut vendre ou quoi. Et ben, qu'est-ce qu'on fructifie avec l'habitat participatif ? Et ben, c'est l'habiter. C'est-à-dire, c'est les manières d'habiter. On pourrait dire la convivialité, on pourrait dire c'est le fait de se sentir chez soi, le fait de s'approprier vraiment son habitat. Et ben ça se travaille et ça se fructifie. C'est une type de plus-value. Donc voilà, il y a ces trois dimensions-là de la propriété qui peuvent se retrouver sur l'habitat participatif. Alors, Ostrom et puis une autre qui s'appelle Schlager, ils proposent, eux, une autre manière de diviser la propriété, non pas abusus, usus et fructus, mais ils parlent du droit d'accès et de prélèvement, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de prendre quelque chose ? Je ne suis pas propriétaire, mais j'ai le droit de le prendre quand même. Enfin, je suis pas, voilà, j'ai le droit qui sont les usagers autorisés, quoi. Il y a un deuxième niveau qui est le droit de participer à la gestion, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de prendre des décisions sur ça ?
sur comment on gère la chose, quoi. Par exemple, vous pouvez utiliser ici, vous avez le droit de venir ici, vous avez le droit d'utiliser ces chaises, mais vous n'avez pas le droit de dire, de dire qui a le droit de... Combien coûte l'entrée, vous n'avez pas le droit de dire de quelle heure à quelle heure c'est ouvert, voilà, ça ne vous regarde pas vous, à moins que vous fassiez partie du conseil d'administration, je ne sais pas comment ça gère ici, mais voilà, vous n'avez pas a priori le droit de participer à la gestion, donc c'est un autre niveau de propriété. Il y a encore un autre niveau qui est le droit d'exclure et d'autoriser. C'est quelque chose de très important, c'est le droit de dire, par exemple de dire qui a le droit de venir et qui n'a pas le droit de venir. C'est important, par exemple, pour les listes mail ou pour les sites internet, le modérateur qui a le droit de dire d'exclure quelqu'un, quoi. Mais pour oser le faire, ça, il faut... pour vous donner un exemple sur les habitats participatifs, c'est que donc, très souvent, on a une salle commune, et puis se pose la question de, bon, bah là, j'ai une association qui voudrait utiliser la salle. Et là, se pose la question de qui est-ce qui autorise ou pas quelqu'un d'autre de l'extérieur à utiliser la salle. Voilà, se pose la question de qui est légitime pour le faire, quoi. Donc qui a le droit d'exclure ou d'autoriser. Et enfin, donc, il y a le dernier droit qui est le droit de céder, qui revient au droit de disposer. Donc voilà, l'exemple des salles communes dans les habitats participatifs. Alors, on peut observer comme quoi il y a de plus en plus de propriétés conditionnées aujourd'hui. Alors, on voit ça en termes de droit pour tout ce qui est le patrimoine bâti. Je vous ai dit tout à l'heure, des normes écologiques, des normes de patrimoine immatériel et des normes par rapport à l'écologie, dans les écoquartiers, dans ce genre de choses. Il y a aussi l'exemple de la justification du droit au logement qui serait supérieur au droit des propriétaires. Quand on y pense, ça c'est quelque chose en termes de juridiction qui est vraiment important. Ceux qui sont pour le droit au logement qui disent que le droit au logement est quelqu'un qui est propriétaire, qui a le droit de disposer de son bien, il a le droit aussi de ne pas utiliser son bien. Voilà la logique. Je peux avoir des bâtiments, des logements ou des voitures, je sais pas quoi, n'importe quoi, et puis j'en fais ce que j'en veux, donc je peux aussi ne rien en faire si je veux. Donc voilà, ça c'est le principe de la propriété absolue et exclusive. Et ceux qui défendent le droit au logement disent, mais non, il y a un droit supérieur à ça, qui est le droit au logement. Et bien là, on voit qu'il y a quelque chose en jeu là-dessus, sur quel est fondamentalement le droit supérieur. Donc je ne dis pas que le droit au logement a réussi à prendre le pas sur le droit exclusif et absolu de la propriété, mais voilà, quand même, il y a de l'enjeu là-dessus, quoi, ça joue. Et il y a aussi pas mal de projets de loi aujourd'hui, il y a quelque chose qui se joue sur un point de vue juridique, sur l'idée de faire reconnaître des responsabilités, non seulement aux États, ça fait longtemps, mais aussi aux entreprises privées. Des responsabilités sociales, des responsabilités écologiques, comme quoi ils ont une forme de responsabilité vis-à-vis des autres, pas simplement le fait d'avoir du bénéfice et pas simplement le fait de respecter la loi en termes de tout, mais aussi une forme de responsabilité sociale de toute façon. Il y a des textes de loi qui sont là-dessus, des projets de loi, et ça travaille là-dessus très sérieusement. En tout cas, dans tous les cas, il y a cette idée que la propriété renvoie, en plus d'un principe de droit, à un principe de responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement des droits, mais aussi des responsabilités. Donc j'en arrive presque à la fin, mais de dire que la propriété, ce n'est pas forcément un frein. Alors je dirais que la propriété, pourquoi je dis libre plusieurs fois là ? La propriété exclusive et absolue est un frein au travail des communs, ça c'est évident, mais il y a des formes de propriété qui peuvent être justement au contraire des supports à ce travail-là. Et à condition de renverser notamment la hiérarchie classique, c'est-à-dire de ne pas mettre en avant le droit de disposer comme droit supérieur aux autres, mais c'est-à-dire l'idée que finalement on fait ce qu'on veut de son bien et sans avoir de compte à rendre à personne, voilà cette idée-là, et ben c'est peut-être ça qu'il faut casser, plutôt que l'idée de propriété en général, et de mettre en avant plutôt le droit d'utiliser, droit d'user. Et quand on dit ça, c'est un discours qu'on entend assez souvent, quand on oppose le droit, le fait de posséder avec le droit d'utiliser. Mais moi, je dirais que peut-être que le droit qui est peut-être encore plus important, c'est le troisième, celui qu'on oublie tout le temps, là, le droit de fructifier. Parce que je remarque, quand on fait cette opposition-là entre l'usage et la possession, eh ben que finalement, la possession, on pourrait dire que c'est le droit de disposer, l'usage, c'est le droit d'utiliser.
Mais en attendant, eh ben voilà, on a oublié ce droit de fructifier, alors que c'est justement là que se pose la question de l'exploitation. C'est-à-dire à qui ça profite? Qui est-ce qui profite du bien? Alors je vais vous donner quelques exemples. Blablacar ou Airbnb, ou ce genre de choses-là, eh ben, ils ne possèdent pas grand-chose. Ils salarient à peu près personne, et puis ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de logement. Non, ils mettent en lien des gens qui ont leur voiture, qui ont leur logement, et qui travaillent du coup. Et puis qui travaillent du coup, ben, ça fructifie, ça gagne de la plus-value. Et qui est-ce qui empoche cette plus-value? Eh ben, c'est Blablacar, c'est Airbnb. Donc ce fameux droit de fructification, il est très important. Il faut y réfléchir. Pour les habitats participatifs, se pose la question de qui est-ce qui bénéficie de cette plus-value-là, qui fabrique plus d'habités. Alors évidemment, c'est les habitants en premier lieu, mais se pose la question de est-ce que ça peut, est-ce que ça doit profiter aussi aux voisins, à d'autres associations, à d'autres gens. C'est une vraie question. Et je préciserai du coup que cette forme-là, cette nouvelle forme de propriété qui serait inclusive et conditionnée, je serais très méfiant, enfin très prudent à dire que c'est de l'anticapitalisme. Parce que peut-être que c'est une nouvelle forme de capitalisme aussi. Peut-être que ça correspond à la nouvelle forme du capitalisme. Je m'explique. C'est que la propriété exclusive et absolue, finalement, elle est arrivée au moment du capitalisme industriel. Elle s'est mise en place au moment du capitalisme industriel. Elle est tout à fait adaptée au capitalisme industriel. Et maintenant, le capitalisme a changé. Maintenant, c'est plus un capitalisme industriel. Maintenant, il y en a qui l'appellent le capitalisme cognitif ou le capitalisme. Enfin, il y a plusieurs termes, peu importe. Mais Airbnb et puis ces genres de plateformes sont des exemples très forts, très concrets pour dire que justement, ils ne se basent pas tant sur le droit de disposer, mais plutôt sur le droit de fructifier directement. Donc peut-être que c'est aussi une forme de propriété qui s'installe de plus en plus parce que le capitalisme change. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est que finalement, ce n'est pas les gentils contre les méchants, c'est peut-être la même logique qui change un peu partout, anthropologiquement, et qui emporte avec lui aussi bien le capitalisme que l'anticapitalisme finalement. Pour donner quelques exemples aussi, c'est tout ce qui est œuvre d'art, musique, qui fonctionne de plus en plus, on va dire, par des systèmes d'abonnement. On n'achète plus le CD, mais on achète le droit d'utiliser l'écoute ou le droit d'avoir un moment, de profiter d'un moment d'une œuvre d'art. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui montrent qu'on est en train de changer les formes de propriété et que ce n'est pas forcément de l'anticapitalisme. Donc je conclus en disant, est-ce que les communs sont une alternative à la propriété? Alors oui, si on comprend propriété au sens de propriété exclusive et absolue. Mais par contre, les communs ne sont pas forcément contraires au principe de la propriété, et au contraire, ils prennent des modalités de la propriété Ils prennent des modalités de la propriété inclusives et conditionnées comme support pour se réaliser. Donc, les communs ne sont pas plus une modalité alternative. Je précise, que les communs ne sont pas plus une modalité alternative de la propriété que de la non-propriété. De toute façon, il s'agit d'un travail, un travail dans le temps qui nécessite des supports. Et parmi ces supports, il y a la reconnaissance de formes de propriété, de formes de juridiction de propriété. Par exemple, je ne vais pas dire cet exemple-là. Je voulais juste dire que décréter que l'eau est potable, que l'eau potable c'est un bien commun, ça ne suffit pas en fait. Il faut encore faire en sorte qu'il y ait des infrastructures qui permettent qu'effectivement tout le monde ait accès. Donc ça ne suffit pas de dire le climat c'est un bien commun ou l'eau potable c'est un bien commun. Et enfin, ce travail des communs met en lumière des questions sans les résoudre de manière simple. C'est-à-dire qu'on a commencé le travail, mais on n'a pas du tout... on a organisé comment faire le travail, on n'a pas réglé les choses en disant que ça sera un bien commun. Parce qu'à partir du moment où c'est un bien commun, se posent plein de questions. Par exemple, de quel monde parlons-nous? Quel est le monde qu'on veut mettre en commun? Quel est le monde qu'on est en train de mettre en commun? Comment on partage les responsabilités de ce monde commun? Quels biens matériels et quels biens immatériels on met en commun? Qui est-ce qui les gère? Comment on les gère? Au profit de qui? Voilà, toutes ces questions-là, qui sont les mêmes questions que je vous ai posées depuis le début, le fait d'en faire un bien commun, c'est une manière de se poser ces questions-là. Je peux vous assurer que pour les habitats participatifs, on n'arrête pas de se poser ces questions-là. Et souvent, et ça sera mon dernière phrase là-dessus,
Souvent, on me pose la question de savoir si on vit mieux ou pas dans un habitat participatif. Et moi, ce que je réponds tout le temps, bon, déjà, j'en vois plein où on vit très bien, et puis d'autres où, finalement, c'est pas si simple que ça. Et je dis que, en tout cas, je ne peux pas dire qu'on vit mieux ou qu'on vit pas bien, mais on se donne les moyens de travailler ça, de faire en sorte de travailler à mieux habiter ensemble. Et ce qui n'est pas rien. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous. Oui, il y a déjà des mains qui se lèvent, j'arrive. Je voudrais parler de la propriété de l'habitation, parce qu'il y a la propriété des murs et il y a la propriété du sol. Et en venant à cette conférence, je pensais qu'on parlerait de l'appropriation, de le détachement du sol de la construction. Donc ce sont des initiatives qu'on voit apparaître de temps en temps dans la presse. Il y a des communes ou des collectivités qui achètent le sol et les propriétaires des murs ne sont pas propriétaires du sol. Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Des idées là-dessus, non, mais effectivement, il y a plein de montages juridiques qui existent, et ça, c'en est un auquel vous faites allusion. Là, c'est un modèle américain qui aussi existe en Grande-Bretagne et en Belgique, en tout cas, les Community Land Trust, j'imagine que c'est ça dont vous voulez parler, qui existe en France, du moins légalement, depuis 2014, depuis la loi 2014, la loi Allure, sous le nom Office solidaire. Il me manque quelque chose. Office, il doit y avoir foncier dedans. Office, je sais plus, il y a foncier dedans. Mais en tout cas, l'idée, c'est je trouve une très très bonne idée, que je ne connais pas d'habitat participatif qui sont montés sur ce modèle-là en France, je veux dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant, effectivement, comme vous l'avez dit, qui dissocie la propriété du sol des propriétés des bâtiments. Donc l'idée, c'est que les sols, du coup, quand il y a des rotations de personnes, qu'ils soient propriétaires ou locataires, peu importe, en tout cas, le marché immobilier porte sur les bâtiments et non pas sur le sol. Ce qui fait, du coup, ça limite considérablement la spéculation immobilière et même même sans question d'intention, l'évaluation du marché, l'évolution du marché immobilier ne se porte que sur les bâtiments et non pas sur le sol. Or, là où la spéculation immobilière est la plus forte, c'est évidemment sur le sol. Enfin, il faut quand même savoir que avec le temps, on a tous, je crois, intégré l'idée que c'était un très bon investissement l'immobilier parce que ça monte tout le temps, mais en fait c'est le sol qui monte. Les bâtiments, eux, ils perdent en valeur. Ils perdent en valeur parce qu'ils vieillissent, et aussi parce que quand il y a des normes écologiques qui changent, je dis écologique parce que la plupart c'est écologique aujourd'hui, depuis ces dernières décennies, et dans ce cas-là, les maisons sont plus aux normes, donc du coup, elles perdent en valeur finalement. Donc les bâtiments eux-mêmes, ils perdent de la valeur. Donc c'est très malin, d'un point de vue antispéculatif, effectivement, de dissocier le sol des bâtiments, et donc ça s'appelle Community Land Trust en anglais, et Office de foncier solidaire, il me semble bien. OFS, en tout cas, ça je suis sûr que c'est OFS, Office de foncier solidaire, c'est ça, en français. Qui existe dans la loi en 2014, mais je ne sais pas si ça existera vraiment. C'est tellement concurrent au modèle du logement social en France que je ne suis pas bien sûr que ça prendra, j'espère, mais je ne suis pas bien sûr que ça prendra en France. En Belgique, ça marche bien. Oui, bonsoir. Je voulais faire une remarque sur ce que vous n'avez pas évoqué, c'est sur la notion de propriété privée et propriété publique. J'entends dans ce sens-là, quand on parle de droit inaliénable sur la propriété, je me pose la question, lorsqu'il y a enquête publique, lorsqu'il y a un projet d'intérêt général, en tout cas appelé comme ça, ces notions-là permettent d'exproprier des particuliers et ça s'oppose un peu au principe de droit inaliénable. Parce que ce que j'avais en tête, moi, c'est qu'il n'y avait que le domaine public qui était réellement
inaliénable tant qu'il n'est pas déclassé du domaine public. Donc, je n'avais pas idée que la propriété privée donnait un droit inaliénable qui n'est pas totalement, du coup, inaliénable. Ben, vous avez raison, effectivement. On parle de droit privé inaliénable, c'est comme ça qu'on le dit en général, mais effectivement, pour être tout à fait précis, vous avez raison, c'est la seule propriété inaliénable. Enfin, en tout cas, vous avez raison, ce droit d'exproprier montre que la propriété d'État est supérieure, effectivement. Vous avez tout dit, en fait, j'ai rien à rajouter sur ce que vous avez dit, oui, tout à fait. Mais ça, en tout cas, ça rejoint un livre qu'a écrit quelqu'un dont je ne me rappelle plus le nom, je suis bien désolé, mais qui dit qu'effectivement, on pourrait relire complètement cette notion-là de absolu. Qu'est-ce qu'on entend par absolu? En tout cas, elle dit bien, elle précise bien, je l'ai dit tout à l'heure de façon allusive, comme quoi la propriété absolue, ça ne veut pas dire qu'on a tous les droits sur le bien. On n'en fait pas tout ce qu'on en veut, c'est pas vrai. Parce qu'il faut quand même le faire, et c'est marqué comme ça, texto dans le code civil, comme quoi, tant que ça respecte la loi, quoi. Donc finalement, on n'a pas le droit de tout faire. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, on peut se faire exproprier sur certaines raisons, c'est quand même très régulé, mais en tout cas, il y a toujours cette possibilité-là d'expropriation de la part de structures étatiques. Et en fait, c'est la commune, surtout les communes, c'est surtout elles qui ont cette possibilité-là, qui ont ce droit-là par-dessus les autres. Oui, je voulais vous demander, dans les copropriétés communes, est-ce qu'il y a obligatoirement des locaux qui sont gérés en commun ou si ça ne se fait pas, est-ce que c'est surtout une histoire de rencontre entre humains et de dialogue? Et puis l'autre question, c'est les kibbutz ou les kolkhozes ou toutes ces histoires En France, ce sont les paysans qui se sont mis ensemble pour produire ou se prêter du matériel. Ça aussi, c'est du commun. Donc votre question, là, c'était pas sur les copropriétés, mais sur les habitats participatifs, c'est bien ça, hein, la première. Alors, ça, c'est un débat tout le temps, à savoir est-ce qu'il faut nécessairement avoir une salle commune. Alors déjà, sur espace commun, il y a quelque chose que moi je trouve très intéressant, très important à distinguer, c'est ce qu'on peut appeler les communs utilitaires et les communs de rencontre. C'est-à-dire les communs utilitaires, en fait, c'est ce qui est utile et ce qu'il y a dans tous les habitats et qu'on ne peut pas s'en passer, il faut absolument avoir ça. Et le fait de se regrouper, ça permet d'économiser ces communs-là. Alors typiquement, c'est les espaces de distribution, c'est la buanderie, en termes d'équipement, c'est la raclette, c'est tous ces trucs. Ça ne sert à rien d'en avoir 15 si on est 15 logements, si on a un seul, ça suffit. Et puis on se le met ensemble, on le réduit, on économise. Voilà, c'est ce qu'on appelle les communs utilitaires. Et il y a les communs de rencontre. Les communs de rencontre, c'est autre chose. Les communs de rencontre, c'est l'endroit qui est fait spécifiquement pour se rencontrer. Donc, par exemple, dans mon habitat, il y a une salle associative qui est quelque chose en plus pour monter des projets, pour qu'on fasse des choses ensemble et pour qu'on accueille des gens de l'extérieur, quoi. Donc, c'est quelque chose en plus. C'est vraiment important de distinguer les deux parce que très souvent, dans les façons qu'ont les promoteurs privés ou publics, les bailleurs sociaux, de dire... De faire de l'habitat participatif en disant qu'il y a plus d'espaces communs et que c'est très bien, en fait, ils parlent très très souvent des espaces communs utilitaires et non pas des espaces communs de rencontre. C'est-à-dire que finalement, ils arrivent à dire que vous avez moins d'espace privé, mais par contre, vous aurez quand même le droit d'usage sur un espace. Typiquement, la chambre d'amis, ça ne sert à rien d'avoir une chambre d'amis, que chacun ait une chambre d'amis, mais voilà, il y a une chambre d'amis partagée dans l'immeuble et du coup, voilà, on a l'usage, quoi. Mais en attendant, on n'a pas ces salles de rencontre, parce que ce n'est pas une salle de rencontre non plus, la chambre d'amis, c'est un commun utilitaire. Et se pose toujours la question de... donc voilà, le fait les communs utilitaires, on se regroupe pour les économiser, alors que les communs de rencontre, c'est parce qu'on se regroupe qu'on les crée en plus. C'est quelque chose en plus, quoi. Et donc, comme on dit que c'est en plus, se pose toujours la question, quand il s'agit de savoir quelles sont les priorités budgétaires, parce qu'à peu près tout le temps, c'est plus cher que prévu. Et donc, voilà, quelles sont les variables d'ajustement, quoi. Les communs utilitaires sont évidemment pas des variables d'ajustement, parce qu'on en a besoin, et que justement, on économise déjà là-dessus. Mais alors, la qualité architecturale, le côté original, le côté écologique, il y a plusieurs variables comme ça. Et les salles communes de rencontre sont une des variables comme ça.
Et c'est la première variable qui va sauter quand on est avec des bailleurs sociaux ou avec des promoteurs privés ou publics qui vont dire eh ben non, ça c'est un surcoût. C'est un mot super, ça, le surcoût. Le mot surcoût, ça veut dire que c'est en dehors du budget. Attendez, on n'en a même pas encore parlé, on n'a pas encore fait. Ouais, c'est un surcoût. Ça veut dire que ça va partir, quoi. Et ça, la première chose qui part, c'est ça. C'était une première remarque. Ça ne répond pas exactement à votre question, mais quand même, je précise tout ça. Maintenant, la question se pose aussi, même pour les habitants eux-mêmes qui montent leur projet, puis qui se disent, mais là, on a des priorités à faire, est-ce qu'on monte cette salle commune ou pas, quoi, de rencontre. Et là, il y a toujours des débats, à savoir est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire. Je vous ai dit tout à l'heure que la buanderie, c'était un lieu de sociabilité. Alors des fois, on se dit, finalement, ça va peut-être suffire, ça va peut-être pas suffire. Bon. Là, de tous les groupes que je connais, ils ont tous une salle commune, sauf un. Du coup, moi, j'avais l'hypothèse comme quoi il fallait nécessairement avoir une salle commune. Et puis, j'ai eu un contre-exemple, du coup, qui m'a beaucoup questionné, et qui s'appelle Babel Ouest, qui est à Nantes. Et ce contre-exemple-là, en fait, je l'explique... ils avaient prévu de faire une salle commune, et puis finalement ça s'est pas fait. Enfin, ils n'avaient pas le budget, et puis de toute façon, ils n'ont plus envie de le faire, parce qu'ils font autrement. Mais cela dit, ils ont quand même, d'une certaine manière, ils organisent plein de choses en commun. Ils organisent en particulier des concerts ouverts au public. Ils organisent des choses théâtrales. Ils sont, pour pas mal d'entre eux, dans un milieu culturel. Et du coup, ils utilisent leur habitat comme une sorte de réceptacle, comme ça, d'activités culturelles. Ils appellent ça ça y est, je vais pas avoir le nom non plus, mais bref, quelque chose d'un peu, pas régulier, mais presque, un irrégulomadaire, comme ils disent. Et dans ce cas-là, ils font ça chez les gens, chez les uns ou chez les autres. Et du coup, ils utilisent, et ça veut dire que les espaces privés sont des espaces communs temporaires. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, parce que j'ai fait ma thèse, je suis allé visiter les habitats. Et à chaque fois, les gens, ils me présentaient les espaces communs, c'est-à-dire qu'ils me présentaient la salle, ils me présentaient le potager, ils me présentaient... Et là, en fait, ils m'ont montré chez eux, leur privé, les espaces privés. Et j'avais pas fait ça ailleurs, quoi. Enfin, mais ça montre bien comme quoi, chez eux, voilà, il y a pas de différence entre le commun et le privé, parce qu'en fait, tout est privé, mais peut devenir commun. Et donc, comme quoi, la conclusion, c'est que non, il n'y a pas toujours d'espace commun. Mais cela dit, par contre, c'est des gens qui se connaissaient avant. C'est des gens qui se connaissaient avant, qui partagent beaucoup de choses ensemble. Pour la plupart, ils vont en vacances ensemble, ils font des manifs ensemble. Ils partagent un rapport à la politique et au milieu culturel ensemble. Ils partagent beaucoup de choses ensemble. Moi, ma conclusion, c'est qu'il n'y a peut-être pas toujours de salle commune, mais ça aide beaucoup. En tout cas, ce qu'il y a toujours, c'est des supports. Alors là, les supports sont multiples. La salle commune en est une majeure. Et s'il n'y a pas ça, c'est qu'il y a autre chose. Mais il y a toujours des supports qui font que, encore une fois, quelque chose qui est disposé et disposant. Et il y avait une deuxième question ? C'était sur les paysans en France. Ah oui, les paysans. Alors ça, je ne saurais pas en dire grand-chose. Je dirais juste que nous, en tout cas, à Ecoumène, il y a toujours la question de qui sont nos références. Est-ce que tous les groupes, ils ont l'impression toujours, et c'est pas faux en plus, d'être des pionniers, de casser... comment on dit, c'est quoi l'expression de casser... C'est quoi l'expression ? Le plâtre ? D'essuyer les plâtres. Ils ont tous, nous aussi, on a tous cette impression-là, comme quoi on essuie les plâtres et que ça sera beaucoup plus facile pour les suivants. Mais en fait, ceux d'après, ils ont aussi l'impression d'essuyer les plâtres et que c'est tout aussi compliqué. Et nous, notre référence principale, c'était effectivement du monde paysan. Alors, je ne connais pas d'autres groupes pour qui c'était le cas, mais nous, c'était ça, effectivement, pas les kibbutz, c'est pas les choses... vous avez dit quoi ? C'était quoi l'autre ? Les kolkhozes, c'est bien ça. Alors, il y a un groupe à côté de Brest qui s'appelle Cool Cause. Alors cool comme cool, et cause en breton ça veut dire vieux, les cool causes, c'est des personnes âgées. Il y a aussi un habitat groupé dans la région parisienne, je crois, qui s'appelle Kolkhoz, mais là qui a été construit dans les années 80, donc c'était un autre contexte où Kolkhoz voulait dire quelque chose aussi, mais c'était par esprit de dérision, quoi, pour dire vous nous dites qu'on est communiste, ouais carrément on est communiste, mais c'est même un Kolkhoz. Donc voilà, nous en tout cas, notre référence, c'était des coopératives agricoles qui ont fait en sorte d'avoir une forme de... Ils sont tellement nombreux à être propriétaires que ça ne veut plus tellement dire grand-chose de savoir qui est propriétaire. Typiquement, le Larzac, c'était ça l'idée. Le Larzac, c'était... la propriété a été divisée en parts sociales, et puis il y a eu tellement de parts sociales que maintenant, on est dans l'incapacité pratique de réunir tous les porteurs de parts. Donc du coup, on peut pas. C'est une propriété non propriétaire là pour le coup.
parce que du coup, on ne peut pas se réunir. C'est un... Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous dites, mais... Merci. Mais c'est vrai que le milieu paysan est assez avancé, en fait, plutôt, je dirais, plus avancé que d'autres milieux sur ces questions-là de propriété. Ouais. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Enfin, en tout cas, la question du foncier est forcément très importante. Ouais. Moi, par exemple, j'appartiens à ce qu'on appelle une épicerie coopérative. C'est-à-dire qu'on est environ 300 à posséder des parts de ce magasin qui est géré collectivement. Et des magasins comme ça, il y en a énormément en France qui sont en train de se monter actuellement. Et dans ce cas-là, on a un bailleur qui est une mairie, qui lui nous met à disposition en location un local. Et après, tout le reste, tout l'équipement, etc., nous appartient en commun. Mais pour moi, ce qui fait que nous ne sommes pas dans le capitalisme, c'est que nous ne faisons pas de bénéfices. Et c'est ça le principe de la coopérative en général. Alors, du coup, vous dites que ça n'avait pas de bénéfice. Moi, ça me fait penser au droit de fructifier, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Après, vous dites que c'est le principe de la coopérative, pas forcément. Vous savez, souvent les coopératives, l'idée, c'était de rendre service aux membres de la coopérative, en fait. Les coopératives ouvrières, l'idée, c'était de rendre service aux ouvriers, qu'ils aient des meilleurs... C'était pas forcément de ne pas faire de bénéfices. Enfin, c'était... Là, je pense aux coopératives agricoles dont on parlait tout à l'heure, les CUMA ou les différentes sortes de coopératives agricoles. Effectivement, ça rend service à tous les coopérateurs. Il y a une structure commune d'utilisation de matériel, d'utilisation d'une structure de vente, ou peu importe. Oui, Ah, désolée. Mais bon, finalement, pour moi, ce qui va avec la société capitalisme, c'est quand même la plus-value. En fait, c'est surtout... gâché par l'activité que l'on ne trouve pas dans un certain nombre de structures. Moi, je dirais plus précisément que ça, que c'est où va la plus-value. C'est pas une interdiction de faire de la plus-value, c'est où va la plus-value. C'est-à-dire qu'une coopérative, la plus-value va aux membres de la coopérative. Va pas aux banques, va pas... Oui, ça s'appelle plus la plus-value dans ce cas-là. Eh ben, pourquoi pas? Si, moi je dirais que si. C'est une plus-value. On crée de la valeur, on a de la valeur qu'on investit, qu'on travaille, qui nous donne plus de valeur, c'est de la plus-value. Si, moi je dirais si. Mais par contre, effectivement, ça reste en interne, c'est le principe de la coopérative. Moi je dirais que les coopératives sont des communs dans ce sens-là. Comme des actionnaires. Alors les actionnaires, non, parce que les actionnaires ne travaillent pas. En fait, les actionnaires, ils mettent des actions, Ah non, les actionnaires, c'est pas dans le système de la coopérative, justement, les actionnaires. Les sociétaires, il y a des sociétaires, des actionnaires, non, des associés. Les actionnaires, ce sont des gens qui donnent des actions, donc ils prêtent de l'argent d'une certaine manière. Enfin, ils investissent de l'argent et ils attendent du bénéfice en retour. Mais ils n'ont pas travaillé en attendant. C'est ce qu'on devrait appeler le coût du capital. Enfin, ça c'est autre chose, mais on n'arrête pas de parler du coût du travail, alors que le coût du travail, en fait, c'est les salaires et les cotisations. Donc quand on dit qu'il y a trop de coûts que le travail coûte trop cher en France, qu'il y a trop de coûts du travail, c'est qu'en fait, il faudrait faire quoi? Il faudrait baisser les salaires et baisser les cotisations. Ça fait un peu mal de le dire comme ça. Alors, on préfère dire il faut baisser le coût du travail, quoi. Par contre, on ne dit jamais que le capital, ça coûte cher. Alors que le coût du capital, c'est quoi? C'est que les actionnaires, il faut les rémunérer. Ça coûte cher, ça. Ça, c'est... Voilà. Et ça, dans les coopératives, typiquement, ça ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir quelqu'un d'extérieur comme ça qui demande un retour parce qu'on ne peut pas être extérieur. Le coopérative, le principe, c'est qu'on est dedans. Donc, Oui, c'est le principe de notre magasin. C'est-à-dire qu'on peut fixer notre marge aussi bas que possible pour pouvoir payer notre loyer, enfin pour tous les frais, etc. Mais on n'a personne à rémunérer derrière, ni nous-mêmes qui avons des parts, ni personne. Voilà, donc tout l'argent qui pourrait rentrer pourrait être transformé en équipement, ou alors à la limite, on pourrait baisser les marges, enfin faire ce qu'on veut finalement. Vous disposez de comme vous voulez. Voilà, de votre... ce qu'on peut décider de faire. Pour cette question de coopérative, ça rejoint bien ce que je disais tout à l'heure. La question, il y a plusieurs questions. C'est qu'est-ce qui est mis en commun comme bien? Qui est-ce qui gère? Se pose la question. Et puis la question qu'on oublie souvent et que moi je dis qui est vraiment très importante, c'est qui profite? Qui profite moi je dirais de la plus-value, qui profite du travail, qui profite... Voilà, ça c'est une question
très importante qui va différencier par exemple une coopérative d'une société avec des actionnaires. Là, il y a une véritable rupture. C'est le droit de fructifier qui est très important là-dessus.